Ok, on va démarrer. Bon, bah écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Perrine, moi je suis interne de cardiologie et aujourd'hui avec Hippocampus, on vous propose un live de cardiologie qui va traiter des principales valvulopathies et des patients qui sont porteurs de valves cardiaques. Je suis accompagnée de Nicolas qui est lui aussi interne de cardiologie et qui sera avec moi tout au long de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc si jamais vous avez une question au fur et à mesure de la présentation, vous n'hésitez pas à la poser dans le chat, c'est fait pour ça et puis lui il pourra y répondre au fur et à mesure. Le live, il est enregistré et vous aurez la possibilité par la suite de le revoir sur YouTube, sur la chaîne Hippocampus. Donc, si jamais il y a des points de cours à revoir, des points clés, des choses que vous n'avez pas comprises, des tableaux que vous voulez prendre en capture d'écran, voilà, vous avez la possibilité par la suite de le revoir sur YouTube. Donc, c'est pas perdu. Donc, on va démarrer tout de suite avec l'item 233, donc les valvulopathies, et on va traiter des trois principales valvulopathies que vous devez connaître pour les EDN, donc le rétrécissement aortique, l'insuffisance mitrale et l'insuffisance aortique. On va commencer par les généralités sur les valvulopathies et notamment comment on caractérise un souffle cardiaque. Lorsque vous avez un patient qui présente un souffle, vous devez caractériser ce souffle de manière systématique. Pour ça, on peut utiliser un moyen mnémotechnique qu'on appelle TDI, un peu comme les moteurs diesel. Dans ces cas-là, vous commencez par le temps du souffle. Est-ce qu'il est systolique? Est-ce qu'il est diastolique? Est-ce qu'il est systolo-diastolique? La durée du souffle et surtout, est-ce qu'il est éjectionnel ou de régurgitation? L'intensité du souffle sur une échelle de 1 à 6. La topographie sur le thorax. Donc, est-ce qu'il est au foyer aortique? Est-ce qu'il est maximal au foyer mitral, au foyer pulmonaire? Est-ce qu'il existe des autres bruits? Est-ce que vous entendez autre chose? Un B3, un éclat du B2, un galop? L'irradiation, est-ce qu'il irradie vers l'apex, vers les vaisseaux du cou? Et ça, c'est valable chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, quand vous avez un souffle cardiaque, vous essayez de déterminer l'ensemble de ces caractéristiques pour essayer de comprendre à quel type de valvulopathie vous avez affaire derrière ce souffle. Ensuite, vous allez raisonner en 7 étapes. La première étape, on vient de la voir, c'est de caractériser le souffle. La deuxième étape, c'est de savoir s'il existe des symptômes en plus de ce souffle. C'est-à-dire, est-ce que le patient il a une dyspnée? Est-ce qu'il a de l'angor d'effort, par exemple? Est-ce qu'il fait des syncopes à l'effort? Il faut savoir s'il y a des symptômes. L'étape 3, ce sera l'étape des examens complémentaires. Diagnostic, déjà, donc avec une échographie, mais aussi pour faire la sévérité de cette valvulopathie, pour la déterminer, l'étiologie et le retentissement que cette valvulopathie peut avoir sur le cœur, par exemple. L'étape 4, ce sera de savoir si jamais vous avez besoin d'opérer votre patient ou pas. L'étape 5, c'est quelle stratégie vous allez utiliser. Est-ce que vous surveillez votre patient? Est-ce que vous l'opérez? Si oui, avec quel type de valve? L'étape 6, ce sera de faire le bilan préopératoire lorsque vous avez choisi une stratégie de remplacement. Et l'étape 7, ce sera comment vous allez surveiller votre patient au long cours, gérer ses anticoagulants, ses anti-agrégants plaquettaires, comment vous allez le protéger d'une éventuelle endocardite en quelque sorte. Donc voilà, vous raisonnez en 7 étapes et ça, c'est valable pour le rétrécissement aortique, l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique. Il faut toujours être systématique. Donc, on va commencer par le rétrécissement aortique et vous allez voir, ce sera le plus long parce que finalement, il y a énormément de choses en commun avec les deux autres valvulopathies. Donc, si jamais vous connaissez pas mal de choses sur la première, vous allez voir que c'est une suite logique avec les autres. Donc, tout d'abord, on va revoir brièvement l'anatomie de la valve aortique. Donc, vous le savez, c'est une valve qui est dite tricuspide parce qu'elle comporte 3 feuillets valvulaires, contrairement à l'insuffisance à la valve mitrale, qui n'a que 2 feuillets. Vous avez donc une cusp antéro-droite en regard du sinus aortique antéro-droit, une cusp antéro-gauche et une cusp non coronaire. Donc, on a bien une valve tricuspide, comme on peut le voir sur le schéma, c'est cette valve-là, avec 3 feuillets valvulaires. Les étiologies du rétrécissement aortique, globalement, vous devez en retenir 3. Il faut diviser l'étiologie du sujet jeune, donc globalement de moins de 65-70 ans, et celle du sujet un peu plus âgé. Chez le sujet jeune, globalement, vous devez retenir une seule étiologie, c'est la bicuspidie. Donc, chez les sujets de moins de 65 ans, vous devez absolument retenir que l'étiologie principale, c'est le fait d'avoir 2 cuspes aortiques. Globalement, c'est une pathologie qui est bien tolérée dans l'enfance, dans l'adolescence, c'est asymptomatique, mais c'est une maladie qui va évoluer, c'est une malformation évolutive et qui va aboutir au fur et à mesure à un rétrécissement de la valve aortique et donc à des symptômes. Ce qui est important de savoir aussi dans la bicuspidie, et vous devez le garder dans un coin de votre tête, c'est que c'est régulièrement associé à l'anévrisme de l'aorte ascendante, c'est-à-dire à la dilatation de l'aorte ascendante. Donc, quand vous avez affaire à une bicuspidie, il faut systématiquement regarder l'aorte et savoir si elle est dilatée ou pas.
De façon un peu plus rare, c'est associé à la coarctation. Et surtout, il faut savoir que c'est une maladie qui est familiale. Et donc, quand vous avez un individu dans la famille qui présente une bicuspidie, vous devez dépister l'ensemble des apparentés avec une consultation et une ETT. En ce qui concerne les personnes un peu plus âgées, donc de plus de 65-70 ans, vous avez deux étiologies principales à retenir. La première, c'est le rétrécissement aortique dégénératif, donc en gros lié à la vieillesse en quelque sorte, avec une prévalence qui augmente avec l'âge. Finalement, ça c'est plutôt des calcifications au niveau de la valve aortique, ça devient rigide, ça vient rétrécir, et donc le ventricule gauche, il doit pousser contre la valve qui est rétrécie, rigide, calcifiée. Ça, c'est la maladie principale que vous devez retenir chez le sujet âgé. Il y a une seconde étiologie qu'il ne faut pas négliger, même si elle est rare dans les pays occidentaux, mais il faut y penser notamment chez le migrant et chez les patients qui présentent une polyvalvulopathie, donc notamment une atteinte mitrale, par exemple, avec un rétrécissement mitral ou une insuffisance mitrale associée. Vous devez penser à l'étiologie post-rhumatismale. Voilà, ça, si vous retenez déjà ces trois étiologies-là, c'est très très bien. Et si jamais vous arrivez bien à mettre dans la tête sujet jeune, sujet âgé, c'est super. Là, c'est un petit exemple pour vous montrer à quoi ressemble une bicuspidie. Donc ça, c'est une échographie cardiaque. Ici, vous avez la valve aortique et vous avez en fait une fusion ici entre deux cuspes au niveau de la valve aortique. C'est ce gros petit tas là que vous voyez en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle le raphy, donc la fusion de deux cuspes. Ensuite, on a dit, donc on est systématique, il faut demandez à votre patient s'il présente des signes cliniques. Les signes cliniques du RAC, vous devez en retenir 3. Les signes fonctionnels, c'est la dyspnée d'effort, l'angor d'effort et la syncope d'effort. Retenez cette triade, c'est vraiment ce qui caractérise le rétrécissement aortique et vous devez absolument interroger vos patients parce que ça aura des implications thérapeutiques par la suite, s'il existe des symptômes. À la palpation, vous allez vous allez voir un frémissement palpatoire, vous allez sentir un frémissement palpatoire et un élargissement du choc de pointe dévié en bas et à gauche. Ces signes-là, vous allez plutôt les voir quand le rétrécissement aortique il est évolué, qu'il y a le ventricule gauche qui est dilaté et que le rétrécissement il est hémodynamiquement significatif. Globalement, par quoi ça se caractérise? Vous allez sentir une vibration quand vous allez mettre la main sur le thorax de votre patient, vous sentez ce frémissement palpatoire, vous sentez cette vibration quand vous palpez en fait finalement le thorax de votre patient. À l'auscultation, on caractérise le souffle et le souffle de rétrécissement aortique, en l'occurrence, c'est un souffle qui est mésosystolique, c'est-à-dire qu'on entend très bien au milieu de la systole, qui est éjectionnel, donc pareil avec la systole, intense, rude et râpeux. C'est vraiment un souffle qu'on entend qui est fort, qui est intense. Il est maximum au deuxième espace intercostal droit, donc ça c'est le foyer aortique, le deuxième espace intercostal droit, donc c'est facile à retenir. Il irradie dans les vaisseaux du cou, ça aussi c'est facile à retenir parce que c'est un souffle qui est éjectionnel, qui va pousser dans l'aorte et puis l'aorte après va donner le tronc brachiocéphalique et carotide, donc vous pouvez entendre le souffle qui irradie dans les vaisseaux du cou. Ça se renforce après une diastole longue et dans les rétrécissements aortiques très serrés et très calcifiés, parfois vous n'entendez plus le deuxième bruit, le B2. Et il faut aussi savoir que quand vous avez un bas débit, le souffle il peut devenir moins intense, voire quasiment inaudible. Voilà, donc il faut vraiment retenir les caractéristiques à l'auscultation du souffle de rétrécissement aortique et surtout la triade des signes fonctionnels. Pour les examens complémentaires, vous allez voir, c'est facile à retenir parce que vous allez pouvoir les appliquer également aux autres valvulopathies. C'est toujours les mêmes. Toujours un ECG. Ça, c'est pour le retentissement. Est-ce qu'il existe une hypertrophie ventriculaire gauche, une hypertrophie atriale gauche? Est-ce qu'il existe des troubles du rythme ou de conduction? Il faut savoir que le rétrécissement aortique, les grosses calcifications, les voies de conduction, elles passent pas très loin de la valve aortique et des grosses calcifications, ça peut venir parfois un peu léser ces voies de conduction et donner des blocs de branches, parfois même du BAV complet. La radiographie de thorax, globalement, vous allez chercher de la surcharge, de l'OAP, la cardiomégalie qui signe la dilatation du ventricule gauche et le TT qui est vraiment l'examen clé, c'est l'examen de maître, vraiment celui-là, c'est celui que vous ne devez pas louper, les autres non plus, mais en QCM, si on vous demande quel est l'examen clé pour faire le diagnostic d'un rétrécissement aortique, c'est le TT. Ça vous permettra de faire non seulement le diagnostic, mais également de savoir s'il est sévère ou pas, le retentissement et évidemment chercher d'autres atteintes valvulaires parce que il faut toujours chercher toutes les valves, il faut chercher toutes les valvulopathies quand on fait une échographie. Les critères du rétrécissement aortique serré en échographie, vous devez les connaître. Et il y en a 3 à retenir. La Vmax supérieure à 4 mètres secondes,
le gradient supérieur à 40, la surface aortique inférieure à 1 cm² ou 0,6 cm² par mètre carré lorsqu'il est indexé à la surface corporelle. Il est important de connaître ces 3 critères parce que, encore une fois, ça a des implications thérapeutiques. On ne va pas opérer tous les rétrécissements aortiques de la planète. Par contre, si vous avez des critères de rétrécissement aortique serré et que le patient a des symptômes, là, il n'y a pas de doute, la valvulopathie, elle est sévère. Vous allez comprendre par la suite que c'est logique qu'il faut opérer le patient. Donc, vous devez connaître ces critères-là. Une petite subtilité, c'est que parfois, on a affaire à une discordance entre vos vélocités, donc la Vmax qui est inférieure à 4 mètres, le gradient inférieur à 40, mais une surface qui rentre dans le critère de rétrécissement aortique serré. Donc, vous avez une discordance entre vos critères qu'on vient de voir juste avant, et en même temps, vous avez aussi un bas débit, c'est-à-dire un VES, un volume d'éjection systolique, qui est inférieur à 35 ml par mètre carré. C'est-à-dire que le sang, en quelque sorte, qui passe à travers la valve aortique, il est réduit. C'est du bas débit, en quelque sorte. Enfin, c'est ça. Dans ces cas-là, quand vous êtes face à cette situation, vous ne pouvez pas trancher si le patient il a effectivement un rétrécissement aortique serré ou si ce n'est pas du tout le cas, c'est discordant. Dans ces cas-là, il faudra restituer un débit normal pour vraiment ne pas sous-estimer vos vélocités. Et on utilise pour ça un médicament qu'on appelle la dobutamine qui agit sur les récepteurs bêta, qui est neutrope positif et qui va permettre d'augmenter le débit et donc de trancher entre un vrai rétrécissement aortique serré, auquel cas vous allez avoir vos critères de rétrécissement aortique serré qu'on vient de voir. Et si jamais, au contraire, vous gardez une Vmax et un gradient moyen inférieur, qui ne sont pas dans les critères de rétrécissement aortique serré, et que la surface passe au-dessus d'1 cm², c'est que vous étiez face à une pseudo-sténose aortique. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Quand vous avez une discordance et un bas débit, il faut faire l'échographie à la dobutamine pour essayer de trancher entre la pseudo-sténose et le vrai rétrécissement aortique serré. Cette capture d'écran, vous pourrez la prendre, par exemple, en replay sur YouTube parce qu'elle est facile à retenir et comme ça met les idées bien en place, bien en tête. Les complications du RAC, vous allez voir aussi, c'est facile à retenir. Si vous retenez celle-ci, vous allez déjà retenir une partie des autres valvulopathies. Donc, je vous dis, c'est très répétitif finalement les valves. Il y a plein de choses qui sont en commun. Donc, voilà. Donc, si jamais vous retenez les 4 premières, par exemple, donc l'insuffisance cardiaque, l'AFA, la mort subite et l'endocardite, vous pouvez l'appliquer à l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique. C'est déjà ça de fait, c'est déjà ça de retenu. L'insuffisance cardiaque, c'est très facile à retenir en cardiologie parce que globalement, vous devez retenir que toute cardiopathie peut donner de l'insuffisance cardiaque. Une cardiopathie ischémique suite à un infarctus, ça donne de l'insuffisance cardiaque. Une cardiopathie rythmique à cause d'une fibrillation atriale, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque. Une cardiopathie valvulaire sur un rétrécissement aortique, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est quasiment la complication qu'on peut cocher à tous les coups devant toute cardiopathie. Donc vraiment, celle-ci, vous pouvez la cocher à tous les coups. Donc, vous retenez bien les 4 premières parce qu'on va pouvoir les appliquer aux prochaines et vous allez en retenir 2 supplémentaires, les 2 dernières qui sont un peu plus spécifiques au rétrécissement aortique. C'est le cas des embolies calcaires. Donc, ça, c'est la petite calcification, une partie au moins d'une petite calcification de la valve aortique qui va réussir à partir dans la circulation et qui pourra aller dans le cerveau, dans les reins, dans les jambes et donner un tableau d'AVC, un tableau d'ischémie aiguë de membre. Ça peut même aller dans l'artère centrale de la rétine. Donc ça, vous devez retenir cette petite subtilité-là. Et il y a une autre complication à retenir aussi dans le rétrécissement aortique, c'est le syndrome de Hyde. C'est l'anémie fériprive par hémorragie digestive. En fait, il s'agit d'angiodysplasie intestinale qui sont parfois associées à une anomalie acquise du facteur de Van Willebrand. Et l'avantage, entre guillemets, de cette complication, c'est que quand vous traitez le rétrécissement aortique, donc vous faites un remplacement valvulaire ou un TAVI, en général, cette hémorragie digestive, elle se corrige également. Donc voilà, vous retenez ces complications-là. Les deux dernières, c'est un peu plus spécifique au RAC, mais c'est vraiment ce que vous devez connaître en ce qui concerne les complications de cette valvulopathie-là. Pour le traitement, pareil, vous allez voir que c'est redondant avec les autres valvulopathies. Donc, on prend le temps sur celle-ci et on ira plus vite sur les autres. La prothèse mécanique, donc ça, c'est remplacement valvulaire chirurgical. C'est plutôt l'apanage du sujet jeune. Dans la valve aortique, c'est plutôt les moins de 60 ans. Et l'inconvénient, par contre, de la valve mécanique, c'est anticoagulation à vie
par antivitamine K. C'est contre-indication formelle aux AOD, donc ce sera AVK toute la vie et donc plutôt chez le sujet jeune. Pourquoi? Parce que c'est une prothèse qui ne dégénère pas. Vous avez un exemple ici en photo d'une valve mécanique à double ailette. Donc là, elle est mise en position mitrale, mais vous pouvez très bien la mettre en position aortique. Comme je vous disais, c'est redondant. La prothèse biologique, la bioprothèse, c'est plutôt le sujet âgé parce que elle, son inconvénient, c'est qu'au contraire, elle va dégénérer. Elle aura une durée de vie de l'ordre de 10 à 15 ans et donc elle finira par s'altérer avec le temps. Donc la prothèse biologique, ça demande aussi un remplacement valvulaire qu'on dit chirurgical. À l'inverse, vous avez le remplacement valvulaire percutané, donc là c'est beaucoup moins invasif, c'est le TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation. C'est beaucoup moins invasif parce que déjà ça ne nécessite pas d'anesthésie générale. Ça se fait sous anesthésie locale. On passe par l'artère de la jambe et on remonte jusqu'à la valve aortique et on va venir déployer une valve qui est biologique d'ailleurs, et sur la valve native du patient. C'est ces petites mailles là que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on appelle le TAVI. C'est ça l'implantation d'un TAVI. Et comme je l'ai dit, c'est percutané, c'est moins invasif et donc c'est plutôt réservé aux sujets âgés ou le patient qui a risque opératoire élevé, qu'on n'a pas envie d'endormir ou alors qui n'est pas suffisamment vaillant pour avoir une grosse chirurgie avec une sternotomie, un post-opératoire en réanimation, etc., etc. Ça, c'est une bonne stratégie chez des patients âgés et c'est des patients avec un risque opératoire élevé. Et évidemment, les rétrécissements aortiques, on ne les traite pas tous. Il y a certains patients qu'on va uniquement surveiller si c'est leur souhait ou si le patient est asymptomatique et qu'il n'a pas de critères opératoires. En ce qui concerne les indications, la plus simple est pareil pour toutes les valvulopathies. Dès que la valvulopathie elle est sévère et que le patient il est symptomatique, il n'y a pas de doute, il y a une indication opératoire. Ça, c'est certain. Il y a une indication à aller changer la valve. Ça marche pour tout. Donc là, en l'occurrence, quand le rétrécissement aortique il est serré et qu'il est symptomatique, dyspnée d'effort, angor d'effort, syncope d'effort, je vous rappelle les symptômes, eh bien, vous êtes dans les critères opératoires, vous pouvez proposer un remplacement valvulaire à votre patient. Si le rétrécissement aortique il est serré mais qu'il est asymptomatique, parfois, il faut quand même opérer le malade si vous avez certains critères. Ces critères, c'est une épreuve d'effort anormale. Le patient, il dit qu'il est asymptomatique et finalement, vous le faites marcher sur un tapis ou vous le faites pédaler sur un vélo et en fait, il est très essoufflé ou il présente un angor ou une syncope. Et en fait, c'est juste que le patient ne faisait pas suffisamment d'activité physique chez lui et que quand vous faites l'épreuve d'effort, vous vous apercevez qu'en fait, il est symptomatique. La chute tensionnelle à l'effort, c'est également une épreuve d'effort anormale, c'est également donc un critère opératoire. Une aggravation rapide en cours de surveillance, c'est également une indication opératoire si jamais le rétrécissement aortique est serré. Le fait d'avoir une Vmax supérieure à 5 mètres secondes, on parle de rétrécissement aortique critique. Dans ces cas-là, c'est aussi un critère opératoire. Et enfin, lorsque vous avez la FEVG, donc une dysfonction ventriculaire gauche inférieure à 50%, c'est un critère opératoire. Pour le bilan préopératoire, pareil, redondant, il est identique à celui de l'insuffisance aortique et à peu de choses près à celui de l'insuffisance mitrale. Vous allez voir, les deux premiers, en fait, vous ne le ferez pas pour l'insuffisance mitrale, mais sinon, le reste, c'est toujours la même chose. Donc, le scanner ou l'IRM de l'aorte, ça, c'est important. Comme je vous l'ai dit, la bicuspidie, par exemple, elle s'associe souvent à un anévrisme de l'aorte et donc, quitte à aller opérer le patient pour changer la valve, eh bien, il faudra peut-être parfois aussi aller changer l'aorte et donc ça change la procédure. Donc, il faut absolument avoir une imagerie en coupe de l'aorte pour la mesurer avec précision et savoir si on ne doit pas faire une chirurgie bentale, c'est-à-dire la valve et le changement de l'aorte. Le scanner pré-TAVI, si jamais vous avez opté pour une stratégie percutanée, vous devez le faire pour savoir quelle taille de prothèse on va utiliser, quel axe on peut utiliser pour passer, pour aller mettre la valve. L'imagerie des coronaires, elle est systématique pour toutes les valvulopathies. L'échodoppler des troncs supraortiques également. La recherche de foyers infectieux indispensable, notamment avec un bilan dentaire, ORL et stomatologique. Donc, scanner des sinus, panoramique dentaire, ça c'est systématique. Pour ceux qui se demandent pourquoi, vous allez mettre du matériel, d'accord? Que ce soit une prothèse mécanique, une prothèse biologique, vous allez mettre du matériel dans votre patient. Les bactéries, elles adorent ça. Elles vont se greffer sur ce matériel. Et donc, au préalable, il faut éliminer tout foyer infectieux potentiel avant de faire une chirurgie avec implantation de matériel. Donc, il faudra absolument éliminer tout foyer infectieux qui pourrait être à risque d'endocardite en post-opératoire immédiat. Une fois qu'on aura mis du matériel, on sera très embêté.
Donc voilà, la recherche de comorbidité, c'est assez logique, hein. Voilà, on n'opère pas n'importe qui, on fait attention, donc on recherche toujours un peu le rein, un peu le poumon. Et un avis gériatrique chez le sujet très âgé pour savoir si on en tire réellement un bénéfice d'aller opérer le patient, hein. Il y a des patients de 95 ans qui sont en parfaite santé, qui bougent encore, qui font du vélo, ceux-là, il faut peut-être les opérer. Par contre, la petite mamie qui a une perte d'autonomie majeure, qui réside en EHPAD et qui a des troubles cognitifs très importants, peut-être qu'une procédure de changement de valve, ça c'est pas bénéfique pour cette patiente. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos confrères gériatres. On passe à la seconde valvulopathie, ça ira un petit peu plus vite. On va passer donc à l'insuffisance mitrale. Donc là, on va parler de l'anatomie de la valve mitrale. Elle est un petit peu différente de la valve aortique puisque la valve mitrale, elle comporte deux feuillets. La valve aortique, elle est tricuspide. La valve mitrale, elle a deux feuillets. Un feuillet antérieur, grande valve, et un feuillet postérieur, petite valve. Ces valves-là, elles sont reliées au myocarde par des cordages qui sont eux-mêmes accrochés au niveau des piliers, qui font vraiment partie intégrante de votre myocarde. C'est important de comprendre cette anatomie-là. Typiquement, pour une des étiologies de l'IM que vous allez comprendre tout de suite, c'est vous avez un patient, il fait un infarctus. Il fait un infarctus, il vient nécroser son myocarde. Je viens de vous dire que le pilier musculaire, il fait partie intégrante de ce myocarde. Donc, le pilier, il peut aussi se nécroser. Et sur ce pilier-là, vous savez qu'il y a des cordages qui retiennent la valve. Et bien, si jamais le pilier vient se nécroser, ça va venir tirer sur les cordages, donc ça va venir tirer sur la valve. Et donc, du coup, vous allez tout de suite comprendre que un infarctus est une des causes d'insuffisance mitrale, qu'on dit ischémique d'ailleurs, par un mécanisme restrictif, parce que ça va venir tirer en fait sur le cordage, et donc ça vient tirer sur la valve qui reste bloquée en quelque sorte dans le ventricule gauche. Et justement, on y vient, les étiologies de l'insuffisance mitrale. Pour ça, vous devez utiliser la classification de Carpentier. La classification de Carpentier, elle utilise l'anatomie du jeu valvulaire. Alors, j'ai eu énormément de feedback sur les questions de valvulopathie concernant la classification de Carpentier. Je vais essayer d'imager ça facilement. Vous avez trois types. Le type 1, vous avez les valves qui restent dans le plan de l'anneau. Donc, vous imaginez par exemple le ventricule gauche vers le haut, l'oreillette gauche vers le bas, et vous avez la valve mitrale au milieu. D'accord ? Lorsque les valves, elles ne vont ni vers le VG, ni vers l'OG, donc ni dans le ventricule, ni dans l'oreillette gauche, on dit qu'elles sont dans le plan de l'anneau. Donc, le jeu valvulaire, il est normal. Et donc, les insuffisances mitrales, c'est plutôt lorsque l'anneau se dilate ou qu'il y a un trou, une perforation dans un des feuillets. Ça va faire une insuffisance mitrale de type 1. Lorsque la valve dépasse le plan de l'anneau, c'est-à-dire qu'elle va se mettre, une ou deux, puisque ça peut être les deux valves, elle va prolaber dans l'oreillette gauche. Elle va passer sous le plan de l'anneau, elle va dépasser le plan de l'anneau. On dit que le jeu valvulaire, il est exagéré. Donc ça s'appelle le prolapsus, c'est le type 2. Ça se voit surtout dans les IM dystrophiques, donc les maladies de Barlow, les dégénérescences fibroélastiques. Le type 3, c'est l'inverse. Les valves, elles vont rester au-dessus du plan de l'anneau. Elles sont en quelque sorte bloquées dans le ventricule gauche. Elles ne prolapent pas, bien au contraire. Elles ne vont pas dans l'oreillette gauche, elles restent dans le ventricule gauche. Elles sont restreintes. C'est un mécanisme restrictif. On dit que le jeu valvulaire, il est restreint. Dans ces cas-là, vous avez deux types. Le type 3A, en systole et en diastole, ça concerne le rhumatisme articulaire aigu, la radiothérapie et les IM médicamenteuses. Et vous avez le jeu valvulaire restreint uniquement en systole, ça c'est le 3B. Et dans ces cas-là, c'est plutôt ce que je viens de vous expliquer juste avant, les cardiomyopathies et notamment la cardiopathie ischémique, où vous avez une valve qui va rester bloquée dans votre VG par un mécanisme restrictif. On va vous montrer des exemples, comme ça ce sera peut-être un peu plus parlant. Ça, je vais bloquer celle-ci et on va les faire une par une. Là, en premier, donc vous avez l'oreillette gauche en bas, le ventricule gauche en haut et on met du Doppler couleur pour voir la fuite. Vous allez voir, c'est un gros jet bleu qui régurgite dans l'oreillette gauche. Là, c'est un type 1, c'est-à-dire que le jeu valvulaire, il reste dans le plan de l'anneau. Ici, vous avez vos valves qui restent dans le plan de l'anneau. Elles sont ni bloquées dans le VG et elles ne prolapent pas dans l'OG. Le type 2, donc là, vous avez l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'aorte. Et vous avez, cette fois, les valves qui dépassent le plan de l'anneau, qui vont dans l'oreillette gauche, qui exagèrent, qui prolabent dans l'oreillette gauche. Si je fais pause, vous devez vous imaginer que ça, c'est le plan de l'anneau et qu'en fait, la valve, quand on avance un peu, bon là, il y a de la couleur qui gêne, mais que quand on avance un petit peu, en fait, elles dépassent et vous voyez, elles vont dans l'oreillette gauche.
Enfin, le mécanisme restrictif, eh bien, vous avez le ventricule gauche en haut, l'oreillette gauche en bas, un grand jet bleu ici qui correspond à votre insuffisance mitrale, et vous avez la petite valve mitrale, ici le feuillet postérieur, qui reste en quelque sorte bloqué dans le ventricule gauche, qui est restreinte et qui du coup provoque cette insuffisance mitrale excentrée ici que vous voyez très bien sur la paroi latérale de l'oreillette gauche. Voilà les 3 mécanismes que vous devez connaître et la classification de Carpentier. On passe aux signes cliniques. Comme pour l'insuffisance, le rétrécissement aortique, vous avez des signes fonctionnels que vous devez connaître. Les palpitations, la dyspnée, l'asthénie d'effort. Souvent, c'est le symptôme principal, c'est le patient qui est essoufflé ou alors qu'il y a des palpitations, mais plutôt en lien avec une fibrillation atriale, qui est une complication très fréquente de l'insuffisance mitrale. L'altération des performances physiques, c'est aussi un des signes fonctionnels. Et parfois, vous avez une forme endocarditique qui se manifeste par une fièvre prolongée. La palpation, je ne vais pas vous dire la même chose, puisque c'est exactement la même chose que le rétrécissement aortique. Et pareil, c'est plutôt quand on a déjà une dilatation du ventricule gauche qu'on peut voir ce frémissement et la déviation du choc de pointe. L'auscultation, donc pareil, là, il faut caractériser votre souffle. Tout d'abord, c'est un souffle qui est holosystolique, donc vous l'entendez pendant toute la durée de la systole, de régurgitation, c'est une insuffisance mitrale. Il est maximum à la pointe, donc de siège apexo-axillaire. Donc ça, c'est le foyer mitral. Logique, c'est une insuffisance mitrale. On l'entend bien au foyer mitral. Le timbre, il est beaucoup plus doux qu'un rétrécissement aortique. On dit qu'il est en jet de vapeur. L'irradiation se fait vers l'aisselle. Il y a une petite subtilité, c'est quand vous avez un prolapsus du feuillet postérieur, ça se fait plutôt vers le foyer aortique, ça c'est à connaître. Ça ne se renforce pas après une diastole longue, contrairement au souffle du rétrécissement aortique. Et si l'insuffisance mitrale est très importante, vous allez avoir un galop protodiastolique, un roulement mésodiastolique, un éclat du B2 si jamais vous avez une hypertension pulmonaire associée et même un souffle d'insuffisance tricuspide. Ça, c'est vraiment quand on est sur des IM très évolués, c'est-à-dire que votre insuffisance mitrale, elle retentit sur le cœur droit et que vous avez un souffle d'insuffisance tricuspide. Donc la tricuspide, on est d'accord, c'est bien entre l'OD et le ventricule droit, entre le ventricule droit et l'oreillette droite. Donc, c'est qu'il y a vraiment un retentissement déjà de votre cardiopathie gauche sur vos cavités droites. Les examens complémentaires, eh bien, si vous avez retenu celui du RAC, ceux du RAC, eh bien, vous pouvez les appliquer. Le CG, la radio, le TT, ça c'est pareil, c'est commun, donc c'est facile à retenir. Et vous avez une petite subtilité en plus pour l'IM, c'est le TO. Le TO, on y va facilement pour l'insuffisance mitrale parce que on voit beaucoup mieux et ça nous permet vraiment de compléter l'étude et l'anatomie de la valve et de savoir si par exemple le patient est éligible à un mitraclip, à une valvuloplastie. Donc ça permet vraiment de planifier le geste de réparation valvulaire. C'est essentiel vraiment pour préciser le mécanisme et l'anatomie de la valve. Donc le TO, pour l'IM, vous devez connaître cet examen complémentaire supplémentaire. Les complications, je vous ai dit, vous retenez les 4 premières, c'est toujours la même chose. L'insuffisance cardiaque, c'est pour tout le monde. Le trouble du rythme, c'est pour tout le monde. L'endocardite, exceptionnellement, la mort subite, c'est pour tout le monde. Le trouble du rythme, c'est surtout la FA que vous devez retenir. Pourquoi? Parce que quand vous avez une insuffisance mitrale, eh bien, ça veut dire que le sang qui est dans le ventricule gauche régurgite dans l'oreillette gauche en systole. Donc, vous avez une surcharge en volume dans l'oreillette gauche. En gros, c'est simple, l'insuffisance mitrale, c'est un défaut d'étanchéité de la valve mitrale. Donc, le sang, il passe du VG vers l'OG et du coup, l'oreillette gauche va se dilater progressivement. Et on sait que la fibrillation atriale, elle est favorisée par la dilatation de l'oreillette gauche. Donc, c'est une complication qui est extrêmement fréquente chez les patients qui ont une insuffisance mitrale. Et une autre complication que vous devez connaître dans l'insuffisance mitrale, c'est la rupture de cordage, notamment en cas d'insuffisance mitrale dystrophique. Donc, c'est le type 2. Le traitement de l'IM, eh bien, pareil que pour le rétrécissement aortique, la prothèse mécanique avec toujours la même chose, l'anticoagulation à vie par AVK, plutôt le sujet jeune. La bioprothèse, pas d'anticoagulation long cours, donc plutôt chez le sujet âgé parce qu'il y a un risque de dégénérescence. La surveillance, pareil, si le patient est asymptomatique, si c'est son souhait, s'il n'y a pas d'indication opératoire. La plastie mitrale, ça c'est un traitement un petit peu différent. C'est à privilégier au maximum quand c'est possible parce qu'il y a moins d'endocardite et moins de morbimortalité. Vraiment, ça respecte beaucoup plus l'anatomie de la valve. Donc, quand on peut ne pas mettre de matériel et faire une plastie, eh bien, c'est toujours mieux d'essayer de privilégier cette technique. Et enfin, le traitement percutané, c'est le mitraclip. En gros, c'est des sortes d'agrafes, des sortes de pinces à linge que vous venez mettre au niveau de la valve mitrale pour réduire la taille de la fuite.
Donc ça, c'est les traitements que vous devez connaître dans l'IM. Évidemment, tout IM aigu et mal toléré, c'est chirurgie en urgence. Il faut prendre rapidement contact avec une équipe de chirurgie cardiaque, hospitaliser le patient, le temporiser le moins de temps possible que vous pouvez, et puis vous essayez de l'opérer relativement urgemment. Le bilan préopératoire, donc toujours la même chose, on élimine les foyers infectieux, on évalue le risque. Donc, vous enlevez l'anatomie de l'aorte dont j'ai parlé tout à l'heure et le scanner de TAVI, et vous reprenez tout le reste, et vous avez le bilan préopératoire de l'insuffisance mitrale. Donc, l'imagerie des coronaires, l'échodoppler des troncs supraortiques, la recherche des foyers infectieux dentaires ORL, la recherche des comorbidités et la vie gériatrique chez les patients âgés. Pour les indications opératoires, comme je vous ai dit, toujours la même chose à retenir. Les valvulopathies sévères qui sont symptomatiques, c'est toujours des indications à opérer le malade. Donc là, un grade 3 ou un grade 4 qui est symptomatique, donc des palpitations, une dyspnée, une altération des performances physiques, vous devez aller opérer votre malade. Toujours plus embêtant à retenir, c'est quand vous avez une valvulopathie qui est importante, grade 3 ou grade 4, et qui est asymptomatique. Et bien, vous pouvez quand même aller opérer le malade sous certaines conditions, sous certains critères. Le premier, c'est un critère échographique, c'est lorsque vous avez un diamètre télésystolique supérieur à 40 mm. Ça veut dire que vous commencez à dilater votre ventricule gauche, et donc c'est pas bon signe, c'est-à-dire que vous avez un retentissement en fait de votre valvulopathie, et donc il faut pas laisser évoluer ça, sinon évidemment le risque c'est d'évoluer vers l'insuffisance cardiaque et d'altérer après votre FEVG. La FEVG inférieure à 60%, c'est aussi une indication opératoire dans l'IM. L'élévation des pressions droites au repos, donc les pressions pulmonaires supérieures à 50. L'AFA, donc une IM avec une FA, et je vous ai dit que c'était une complication qui était quand même fréquente, eh bien, c'est un critère opératoire. Et la dilatation importante de l'oreillette gauche, de l'atrium gauche, ça aussi, c'est un critère opératoire parce que ça va favoriser la fibrillation atriale, comme je l'ai expliqué précédemment. On passe à l'insuffisance aortique, qui sera la dernière valvulopathie qu'on va aborder. Je ne reviens pas sur l'anatomie de la valve, mais vous avez bien compris que c'est toujours trois feuillets et que globalement, là, cette fois, c'est la régurgitation de sang qui est dans l'aorte vers le ventricule gauche. Les étiologies, eh bien, vous avez encore une fois ces trois types. Le type 1 avec le mouvement valvulaire normal. Le type 2, c'est le prolapsus. Le type 3, c'est le mouvement valvulaire restreint. Pour le mouvement valvulaire normal, eh bien, ça concerne surtout les perforations, les destructions et les dilatations de l'aorte, de la racine de l'aorte. Pour le mouvement valvulaire excessif, ça peut faire suite à une dissection aortique ou une dystrophie, par exemple. Et pour le mouvement valvulaire restreint, c'est les mêmes que le type 3A de l'IM. C'est le rhumatisme articulaire aigu, la toxicité médicamenteuse et la radiothérapie médiastinale. Pareil, ce joli tableau, vous l'avez dans le collège, mais vous pouvez tout à fait prendre une capture d'écran pour essayer de les retenir avec leur type en fonction du mouvement valvulaire. Vous pouvez essayer de les catégoriser en 3 catégories et de les retenir comme ça. Les signes cliniques, toujours la même chose. On cherche si votre patient il est symptomatique ou pas. Mais c'est vrai que dans l'insuffisance aortique, elle est souvent asymptomatique et longtemps asymptomatique. C'est vrai que souvent, quand on voit les patients, du coup, là, des fois, ils ont souvent déjà des signes de retentissement, en fait. Vous avez, pour les signes fonctionnels, la dyspnée d'effort que vous devez classifier selon la classification NYHA. 1, 2, 3, 4, ça c'est l'échelle pour nous qualifier la dyspnée. L'angor d'effort qui est relativement rare, mais qu'il faut chercher, il faut interroger vos malades. Et quand vous avez des signes qui sont présents au repos, c'est souvent de très mauvais pronostics, c'est tardif et c'est souvent que la valvulopathie est avancée. La palpation, vous allez avoir votre choc de pointe qui est encore une fois dévié. On parle de choc endome. Et cette fois, contrairement aux autres, vous avez des signes périphériques qui sont beaucoup plus parlants. On parle de pouls périphérique hyperpulsatile ou d'hyperpulsatilité périphérique. Ça, c'est un signe typique d'insuffisance aortique. Et pareil, vous devez les chercher chez vos malades. C'est des battements que vous allez très bien percevoir, notamment par exemple au niveau du cou. Parfois, vous pouvez même les voir. Vous voyez la carotide qui bat à travers le cou de votre patient. Donc, il faut vraiment chercher ces battements artériels qu'on voit très bien. Vous avez également un élargissement de la pression artérielle différentielle qui correspond à votre PAS moins votre PAD, puisque vous avez eu un abaissement de la pression artérielle diastolique dans l'insuffisance aortique, et notamment sévère. À l'auscultation, eh bien, pareil que pour les autres valvulopathies, eh bien, on caractérise le souffle. Lui, c'est le souffle diastolique. Des trois, c'est celui que vous devez retenir qui est diastolique.
Il est au foyer aortique, donc deuxième espace intercostal droit. Il irradie le long du bord sternal gauche. On l'entend bien quand le patient il est assis debout et penché en avant. Si l'insuffisance aortique elle est sévère, vous pouvez avoir un roulement de Flint apexien et vous pouvez également avoir un bruit du galop. Donc pareil, là que les autres, vous devez retenir signe fonctionnel, palpation, auscultation. À chaque fois, vous devez être systématique pour vraiment caractériser votre valvulopathie. Les examens complémentaires, eh bien, pareil que tout à l'heure, ECG, radiographie de thorax, le TT qui va permettre le diagnostic, l'étiologie, la sévérité, le retentissement. Donc voilà, ça c'est pareil que dans le rétrécissement aortique, c'est pas compliqué à retenir. Comme je vous ai dit, si vous en retenez un, vous les retenez tous, à part l'IM, vous ajoutez le TO et vous êtes bon pour les examens complémentaires de toutes les valvulopathies. Des petits exemples. Là, vous avez un exemple de dilatation de la racine aortique. Donc là, vous avez l'aorte. Vous avez le ventricule droit juste ici, le ventricule gauche. Et ici, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez des petits points qui servent de mesure. Et donc, vous avez les sinus. On mesure les sinus. On mesure la jonction sinotubulaire, puis on mesure l'aorte ascendante. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de le retenir, mais globalement, on fait des mesures de l'aorte. Et on parle de dilatation de l'aorte à partir de 40 mm. Et là, sur cette échographie, le patient, il est à 65. Donc, il y a vraiment une grosse dilatation de l'aorte ascendante. Donc, on est clairement dans des indications opératoires qu'on verra juste après. Là, c'est un exemple d'insuffisance aortique sévère. Donc, vous avez l'oreillette gauche en bas, l'aorte sur votre droite, le ventricule gauche au-dessus et vous avez un grand jet de régurgitation qui va de l'aorte vers le ventricule gauche. Ça, c'est une insuffisance aortique qui est très sévère. Les complications, je vous ai dit, vous retenez toujours les 4 premières. Hein. Ça marche toujours. L'insuffisance cardiaque, qu'elle soit chronique ou aiguë avec l'OAP, l'endocardite, l'AFA, la mort subite. Vous devez retenir celle-ci et vous ajoutez toujours une petite complication. Ça, c'est pour vous faire plaisir. Il faut toujours qu'on complique un peu les choses. Vous devez retenir le risque de rupture et de dissection aortique. Ça, c'est impératif dans l'insuffisance aortique et notamment chez les patients qui ont des maladies des tissus, je pense au Marfan, je pense au Ehlers-Danlos, vous devez absolument faire attention et vous méfier du risque de rupture et de dissection aortique chez ces gens-là, de même que vous devez vous en méfier chez les patients qui ont une bicuspidie. On en a déjà parlé pour le rétrécissement aortique, ils sont plus à risque que la population générale de faire ce genre de complications. Le traitement, prothèse mécanique, prothèse biologique, bon ça on l'a vu, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Et la surveillance si vous n'avez pas d'indication opératoire. Les indications opératoires de l'insuffisance aortique, à mon sens, c'est les plus difficiles à retenir, mais il en existe certaines qui sont logiques. La première, c'est toujours la même chose, elle est sévère, elle est symptomatique, on l'opère. Elle est sévère, mais elle est asymptomatique. Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va l'opérer si vous avez des critères échographiques pour l'opérer. Donc, c'est un diamètre télésystolique supérieur à 50 mm ou supérieur à 25 mm par mètre carré. Ça, c'est en écho. Une FE inférieure à 50%. Et si vous prévoyez de faire une autre chirurgie cardiaque, je pense notamment au changement de l'aorte. Je viens de vous dire que ça pouvait dilater l'aorte, qu'il fallait faire attention au risque de rupture, au risque de dissection. Et par exemple, quand les patients ils ont une bicuspidie, ils ont tendance à avoir une dilatation de l'aorte. Et donc, on ne va pas juste aller opérer la valve, s'il faut aussi opérer l'aorte. Et donc, il faut toujours rechercher la dilatation de l'aorte ascendante parce qu'il faudra opérer votre malade, peu importe le grade de l'insuffisance aortique. Donc là, vous n'avez pas besoin qu'elle soit sévère. S'il existe une dilatation de l'aorte de plus de 55 mm, ça c'est valable pour tout le monde, pour toute la population générale, de plus de 50 mm si c'est un Marfan qui n'a pas de facteur de risque et chez les patients qui ont une bicuspidie avec facteur de risque. Et sinon, c'est 45 mm, donc vous voyez que le cutoff il est très bas pour les Marfans avec des facteurs de risque de rupture ou de dissection. Et les facteurs de risque ou de dissection, je les ai mis en bas dans le petit encadré rouge, c'est les HTA, enfin l'HTA non maîtrisé, les histoires familiales ou personnelles de dissection. Donc, vous devez absolument chercher si la mère, le frère, le père, je ne sais pas, a fait une dissection. La progression rapide, s'il a une IM ou une IA sévère associée et si c'est une femme jeune, un désir de grossesse. Le bilan préopératoire, c'est le même que celui du rétrécissement aortique. Donc, vous avez toujours l'imagerie en coupe de votre aorte, puisque ça concerne, vous retenez de toute façon les valvulopaties qui concernent la valve aortique, il faut globalement souvent une imagerie en coupe de l'aorte, notamment surtout en cas de bicuspidie ou de dilatation aortique à l'échographie pour envisager la chirurgie de Bentall. L'imagerie des coronaires, l'échodoppler des troncs supraortiques, la recherche de foyers infectieux,
Les comorbidités et la vie gériatrique, ça c'est pareil pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est les gros points clés que vous devez retenir. Je vous laisserai prendre une capture d'écran, soit maintenant, soit tout à l'heure, par la suite, quand on mettra la vidéo sur la chaîne YouTube. Des gros points clés que vous devez retenir des valvulopathies en essayant de vous faciliter la tâche et bien retenir qu'il y a plein de choses qui sont en commun. Je pense aux examens complémentaires, je pense aux complications. Il y a plein de choses qui se retrouvent dans les différentes valvulopathies. Essayez juste de retenir ce qui est spécifique à telle ou telle valvulopathie et ce qui est commun, voilà, vous vous mettez en tête et comme ça, c'est plus facile à retenir. Il y a quelques diapos qu'il reste sur la surveillance des porteurs de valves avant de passer au QCM et à la station ECOS. Globalement, on a déjà vu 2 types de prothèses dans les remplacements valvulaires chirurgicaux. Vous avez la prothèse mécanique, AVK toute la vie, AOD formellement contre-indiqué, plutôt le sujet jeune puisque pas de risque de dégénérescence. La prothèse biologique, l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas d'anticoagulation au-delà du 3e mois, mais l'inconvénient, c'est la dégénérescence. Et quand vous faites un TAVI, par exemple, donc c'est percutané, c'est aussi une prothèse biologique. Vous devez quand même le retenir. Et l'avantage, ça, c'est que c'est juste un petit antiagrégant plaquettaire. C'est de l'aspirine. Donc, c'est assez pratique. Peu importe le matériel, qu'il soit biologique ou mécanique, vous avez un risque accru d'endocardite par rapport aux valves natives. Ça, vous devez absolument le retenir. Les complications thromboemboliques, c'est la complication la plus fréquente. Ça concerne surtout les prothèses mécaniques. Ça thrombose beaucoup. C'est pour ça qu'on met les patients sous AVK. C'est pour ça qu'ils sont sous anticoagulants toute la vie. C'est surtout la première année qui suit l'intervention. Le risque, il est plus élevé en position mitrale, puisque c'est un régime à plus basse pression. Donc, vous avez moins de mouvements sanguins. Donc, ça thrombose plus. Les prothèses qui sont anciennes, oui, vive la technologie. Maintenant, on essaie de faire des valves qui thrombosent moins. S'il y a de l'AFA, vous savez que l'AFA, le risque principal de cette arythmie, c'est de faire un caillot. Donc ça, évidemment, ça favorise les complications thromboemboliques. Et la dysfonction ventriculaire gauche, vous vous en doutez, quand le ventricule gauche, il se contracte très bien, le sang, il est très bien éjecté. Donc, le sang ne stagne pas. Par contre, quand vous avez 5%, 10% de FE, il a un peu de mal à pomper le cœur. Donc, le sang, il n'est pas très bien éjecté. Il y a du sang qui stagne dans le ventricule gauche et ça favorise vraiment les caillots. Il faut faire attention parce que cette complication thromboembolique, elle peut concerner la valve, mais elle peut faire aussi des embolies systémiques, des caillots qui vont partir dans la circulation et notamment faire des AVC. Quand c'est une thrombose de la valve elle-même, en général, c'est un tableau clinique très parlant. C'est des états de choc, c'est majeur. C'est des patients qui sont dans des états à peu près catastrophiques ou au moins qui arrivent en tout cas mal en point. Et vous devez absolument faire radiocinémal valve, ETT, ETO. Ça, c'est indispensable pour le diagnostic. Pour les complications infectieuses, c'est surtout l'endocardite dont on se méfie plus chez les patients qui ont du matériel. Vous avez l'endocardite précoce. Donc, ça, c'est souvent des germes hospitaliers multirésistants. Donc, c'est souvent de moins bons pronostics. Ça peut désinsérer la prothèse que vous venez de mettre. Il faut souvent réintervenir sur le patient avec une mortalité qui est de l'ordre de 50%. Donc, vous imaginez que l'endocardite post-opératoire précoce, c'est quand même sérieux, quoi. Donc, il faut se méfier. Le pronostic, il est sévère. L'endocardite tardive, c'est plutôt des germes communautaires que vous allez retrouver chez les patients qui font des endocardites mais qui n'ont pas de matériel. Le pronostic, il est quand même meilleur que celui de l'endocardite précoce et la réintervention, elle est nécessaire s'il existe une atteinte périvalvulaire, donc à risque de désinsérer votre prothèse, il faudra opérer votre patient. Je fais un petit point sur l'antibioprophylaxie de l'endocardite parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Il y a eu quelques changements aussi qui portent du coup tout le monde à confusion. Qu'est-ce que déjà l'antibioprophylaxie? C'est le fait d'administrer une dose d'antibiotiques avant une procédure à risque pour éviter une bactériémie et donc une endocardite. Ça concerne uniquement les cardiopathies à haut risque, les patients qui ont une cardiopathie à haut risque et qui vont avoir des soins dentaires avec effraction de la muqueuse. Les cardiopathies à haut risque, j'ai mis le tableau en bas, c'est ceux de gauche. C'est ceux qui ont du matériel, donc une prothèse mécanique, une prothèse biologique, un TAVI. Enfin, s'il y a du matériel, ils sont d'emblée à haut risque. C'est aussi les patients qui ont des antécédents d'endocardite, c'est les cardiopathies congénitales cyanogènes et c'est toute cardiopathie congénitale qui a été réparée avec un matériel prothétique pendant les 6 mois après la procédure ou à vie s'il existe un shunt résiduel en post-op. L'antibioprophylaxie, elle fait appel à l'amoxicilline en première intention qu'on administre avant la procédure pour, par exemple, extraire une dent. Et en cas d'allergie au bêta-lactamine, vous mettez de la clindamycine. Attention, attention, attention. Il existe une recommandation de l'ESC 2023. Donc, l'ESC, c'est vraiment la Bible des cardiologues. Et nous, on utilise maintenant l'azithromycine.
Pour l'instant, l'HAS, le LISA, le collège ne sont pas à jour. Méfiez-vous parce que ça pourrait bientôt arriver. Il faudra absolument y penser. Donc, mettez-le dans un coin de votre tête de checker ça pour savoir quelle réponse vous allez devoir apporter si jamais ça tombe en QCM et en fonction de à la période à laquelle ça tombe. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il faut se méfier, il faut être à jour des recommandations avant les EDN. Hein. Pour la gestion des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires, le plus embêtant, c'est concrètement les prothèses mécaniques qui nécessitent des AVK, puisqu'il faut toujours un INR équilibré dans la cible. Et cette INR cible dépend du risque thrombotique de la prothèse et des facteurs de risque liés au patient. Donc, vous avez ce petit tableau qui est dans le collège que vous devez retenir en classe A, hein, c'est du rang A, pour connaître votre cible INR et donc comment vous adaptez votre traitement antivitamine K en fonction. Le TAVI, c'est de l'aspirine au long cours. La bioprothèse aortique également, ou alors AVK 3 mois, puis après plus rien. Et il faudra faire une ETT au 3e mois post-opératoire, ce sera votre examen de référence. Voilà, ça c'est les points clés que vous devez retenir à propos de la surveillance des patients porteurs de valves. Et donc, pareil que pour les points clés des valvulopathies, vous pouvez prendre une capture d'écran maintenant ou alors la prendre plus tard sur YouTube ou alors faire votre propre fiche, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On va pouvoir passer au QCM et à la station ECOS, voir si vous avez compris et retenu un petit peu quelque chose de mon long monologue. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous quand même et que vous avez pu retenir 2-3 petits trucs sur les valvulopathies. Je vous invite à aller sur le site WooClap. Donc, vous prenez soit votre téléphone, soit votre PC, et puis vous allez sur WooClap et vous tapez le code suivant, JQQCNZ. Et on va démarrer les QCM. Je vais le mettre dans le chat pour ceux qui n'ont pas accès au chat. Hop là, hop. Ah bah super, Nicolas l'a déjà mis, parfait. Donc vous vous mettez sur le WooClap, hop. Et puis on va démarrer dans une petite minute quand vous êtes prêts. Hop. Là, c'est normal si vous ne voyez rien d'affiché. Je vais démarrer. Il y aura un compte à rebours. Il y a 5 QCM. Je vous rappelle que les réponses, elles sont totalement anonymes. Donc, c'est le moment de se tromper. C'est le moment de faire des bêtises. C'est le moment de tenter sa chance et d'essayer de retenir un maximum de choses. Si vous vous trompez aujourd'hui, vous ne vous tromperez plus le jour J. Donc, voilà, c'est le moment de se tromper. C'est maintenant ou jamais. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse et il n'y a pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas. On commence avec le premier QCM. Je vais masquer les réponses des uns et des autres. On vous demande les caractéristiques du souffle de rétrécissement aortique. Vous avez 1 minute 30 pour répondre. Il vous reste 20 secondes. Mais j'ai 12 sur 12 réponses, donc on va gagner un petit peu de temps et on va afficher la correction tout de suite. Donc, les caractéristiques du souffle de rétrécissement aortique. Diastolique, non, c'est celui d'insuffisance aortique. Râpeux, non, hein, ça c'est oui, pardon, c'est celui du rétrécissement aortique. Il est rude, intense et râpeux. Il est parfois inaudible s'il y a du bas débit et un RAC évolué. L'aisselle, l'irradiation dans l'aisselle, c'est celui de l'insuffisance mitrale, de même que le jet de vapeur, c'est aussi une caractéristique du souffle d'insuffisance mitrale. Question 2, quel est l'examen clé dans le diagnostic de l'insuffisance aortique? Je vous écoute, c'est une réponse unique. Celle-ci, il faut me la sortir. Et si vous ne me la sortez pas, vous me la sortirez la prochaine fois. Je cache volontairement les réponses des uns et des autres pour éviter que certains trichent en voyant la réponse des autres personnes qui participent.
Ok, bon, vous avez été hyper rapide à répondre et vous avez déjà tous répondu. Donc, c'est super. Et donc, je pense que la plupart, vous avez quasiment tous bon. Et donc, c'était bien le TT. Hein, ça permet le diagnostic, l'étiologie, hein, je vous rappelle, hein, est-ce que c'est un type 1, un type 2, un type 3, la sévérité, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il n'est pas sévère, et le retentissement, notamment pour vos critères opératoires. Hein, n'hésitez pas, il faut absolument tout chercher. Question 3. Que comporte le bilan préopératoire d'une IM grade 4 symptomatique chez un patient de 69 ans avec de multiples facteurs de risque cardiovasculaire? Vous avez 1 minute 30. Il vous reste encore 30 secondes pour répondre, pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Ok, super, vous avez tous répondu. Donc, on va faire la correction tout de suite. Alors, la première réponse, je ne la vois plus. Du coup, parce qu'elle est sous la question. Bon, pour le scanner des sinus, c'est vrai, puisqu'on élimine un foyer infectieux type sinusite. La consultation dentaire, c'est vrai aussi. On élimine un foyer infectieux dentaire, un kyste, un granulome. L'échodoppler des troncs supraortiques, c'est systématique. Ça, c'est commun à toutes les valvulopathies. Le scanner de l'aorte, ça, c'est pour les pathologies de l'aorte. Donc, plutôt le rétrécissement aortique et le rétrécissement aortique. Je vais juste revenir sur la première, c'était la coronarographie. Chez un patient de 69 ans qui a, si vous voulez les statistiques, c'est les suivants. Pour le patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui a 69 ans, on privilégie plutôt la coronarographie plutôt que le coroscanner. Voilà. Mais en tout cas, vous avez bien retenu l'idée du foyer infectieux. Ça, il faut vraiment être systématique. Le scanner des sinus également. L'aorte, retenez bien que c'est pour les valvulopathies aortiques. Et la coro, ça, il faut y penser aussi. Il y a 3/4 des étudiants qui y ont pensé. C'est bien, parfait. Ensuite, question suivante. Quel traitement allez-vous mettre en place chez un patient à qui vous avez mis un TAVI? Il a 82 ans, il n'a pas d'antécédent. Ça, c'est la gestion des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires. Qu'allez-vous mettre en stratégie antithrombotique chez un patient qui a un TAVI? C'est du rang A. Ok, vous avez tous répondu, donc on va pouvoir passer directement à la question suivante. Je regarde un petit peu ce que vous avez mis. AVK, aspirine long cours cardégique, aspirine à vie, clopidogrel, 3 mois. Alors, maintenant, vous pouvez uniquement mettre une mono-antiagrégation plaquettaire. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une double antiagrégation plaquettaire. Aspirine au long cours, ça marche. Aspégique au long cours, ça marche. Cardégique au long cours, ça marche aussi. Il faut penser, dans les TAVI, c'est des antiagrégants et pas des anticoagulants qu'on peut utiliser, sauf cas particulier où le patient il a une indication à avoir un anticoagulant. Par exemple, le patient qui a un TAVI et une FA, pensez-y en dossier. Hein, il faudra mettre du coup des anticoagulants chez ces patients-là. Enfin, dernière question. Vous recevez Monsieur T, porteur d'une valve mécanique depuis 3 mois. Il consulte les urgences. Il a un OAP. Il est oxygénorequérant, 4 litres. Il a des crépitants. Vous n'entendez pas trop les bruits de la prothèse. Il n'a pas de signe droit. Les pouls périphériques sont perçus. La biologie, c'est la suivante. Quel diagnostic vous évoquez? Ça, c'est un petit peu plus difficile.
On voit que vous répondez un peu moins vite que pour les autres questions. Il vous reste 30 secondes. Il vous reste 10 secondes. Il reste une personne qui n'a pas répondu. Ok, on arrivait à la fin du compte à rebours et donc pour la plupart, vous aviez la bonne réponse, donc la thrombose obstructive de prothèse mécanique. Certains ont mis l'endocardite, l'embole et la dégénérescence. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans le dossier qui devait vous faire évoquer la thrombose? Eh bien, la première chose, alors ça, il faut que je l'enlève, sinon je ne vois pas la correction. Hop, il fallait l'évoquer déjà parce que vous n'entendiez pas très bien les bruits de la prothèse. Donc ça fait suspecter que votre valve, elle ne bouge pas très bien. Sinon, vous pouvez entendre des clics, notamment en cas de prothèse mécanique. Vous entendez très bien le patient. Ça s'entend presque aussi bien qu'une montre. Donc, le fait de ne pas entendre très bien les bruits de la prothèse, ça doit déjà vous faire évoquer ce diagnostic. Il y avait un autre élément qui devait vous faire évoquer le diagnostic, c'est qu'il avait un INR qui n'était pas dans la cible. Donc, le patient, il est mal anticoagulé. Il est mal anticoagulé et donc il est sujet à faire des complications thromboemboliques et donc de faire une thrombose de prothèse et il vient sur un tableau quand même d'OAP, donc tout à fait compatible avec une thrombose de sa valve. L'endocardite, c'était moins probable. Le patient, il n'avait pas de syndrome inflammatoire, pas de signe embolique, il ne faisait pas de fièvre non plus. L'embole systémique, à l'examen clinique, on n'avait pas vraiment de critères pour y penser. La médiastinite, c'est pareil que pour l'endocardite infectieuse, vous n'aviez pas réellement de tableau infectieux. Et pour la dégénérescence, n'oubliez pas, la valve mécanique, ça ne dégénère jamais. C'est la bioprothèse qui dégénère. On passe ensuite à l'ECOS. Et donc, on va vous laisser un petit peu réfléchir. Vous recevez une patiente de 58 ans, vous êtes médecin généraliste et vous avez un souffle d'insuffisance aortique et on vous demande à votre station d'ECOS de citer les caractéristiques du souffle d'insuffisance aortique. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ce diagnostic? Il y a déjà 8 personnes qui ont répondu. 9. Je vous laisse encore un petit peu réfléchir. C'est plus compliqué, il y a plus de choses à dire. On va regarder un petit peu les réponses. Donc, un irradie le long du bord sternal gauche, maximum au foyer aortique, humé, systolique, diastolique, dyspnée, angor, syncope d'effort, souffle diastolique, holodiastolique, systolique. OK. Donc, je vous rappelle, n'oubliez pas d'utiliser le moyen mémotechnique TDI pour essayer de caractériser un peu votre souffle et de rien oublier, être assez systématique. Donc, le souffle, il fallait dire qu'il était diastolique. D'accord? Ça, il faut vraiment retenir que celui d'insuffisance aortique, il est diastolique. C'est le seul des trois. D'accord? Il est même holodiastolique quand elle est importante. Vous devez citer le foyer aortique. La topographie sur le thorax, c'est important. L'irradiation, c'est le long du bord sternal gauche. D'accord? Ça, vous pouviez également le citer. On ne vous demandait pas forcément de citer les signes d'insuffisance aortique sévère. Je prends le parti quand même de dire qu'aux échos, il vaut mieux en dire trop que pas assez. Au pire, ce n'est pas dans la grille des mots-clés. Au mieux, ça en faisait partie et vous avez juste montré que vous connaissiez quand même votre cours et que vous saviez de quoi il s'agit et de quoi vous parlez. Donc voilà, n'hésitez pas à dire, bon, il ne faut pas non plus dire tout ce qui vous passe par la tête, mais il faut essayer d'être quand même assez précis, d'accord? Vous continuez donc votre petite consultation et vous l'envoyez donc voir le cardiologue et il retrouve une insuffisance aortique de grade 4. Et donc, la patiente, elle vous pose la question de savoir à quelle complication elle est exposée et quel type d'intervention vous allez lui proposer, comment vous allez lui expliquer pourquoi. Vous allez choisir cette stratégie-là.
Faut pas avoir peur de se tromper, de dire la mauvaise complication, de confondre avec une autre valvulopathie. Si vous vous trompez maintenant, peut-être que justement, moi, je vois votre réponse et je vous donne un tips qui vous permet justement de retenir pourquoi c'est faux. Donc voilà. Et en plus, tout est anonyme, donc pas de stress. Ok, il vous reste encore quelques secondes pour répondre. Puis après, on va passer à la correction. Ok, alors, traitement chirurgical, endocardite, FA, insuffisance cardiaque, mort subite, c'est bien, vous avez bien retenu les 4 complications communes à toutes les valvulopathies. Prothèse mécanique, FA, HVG, BAV, remplacement valvulaire, mort subite, insuffisance cardiaque. Bon, c'est franchement pas mal, là, on a une bonne team quand même, hein. Donc, les 4 premières, enfin, là, elles sont pas dans le bon ordre, mais insuffisance cardiaque, ça je vous l'ai dit, ça marche tout le temps. L'endocardite infectieuse, la mort subite, les troubles du rythme ventriculaire, ça c'est super. La FA, c'est également le cas, hein. Là, c'est pas noté, mais la FA, c'est également un trouble du rythme qui peut compliquer l'insuffisance aortique, même si c'est moins fréquent que dans l'insuffisance mitrale. Il fallait surtout citer la rupture et la dissection. Ça, c'est hyper important de ne pas l'oublier. C'est un peu une spécificité de l'insuffisance aortique, et notamment chez des patients qui ont des marfangs, qui ont des bicuspidies. Essayez d'y penser, c'est hyper important. J'ai vu prothèse mécanique, ça c'est super, hein. La patiente, elle est jeune, elle a 58 ans, donc elle a moins de 60. Il faut lui proposer une prothèse mécanique à cette dame, parce qu'elle a une espérance de vie qui est encore élevée, et donc il ne faut pas que sa prothèse, elle dégénère et qu'elle soit réopérée. Et donc, il vaut mieux lui mettre d'emblée une valve qui ne dégénère pas. Donc, prothèse mécanique, c'est super. Du fait de l'âge de la patiente, c'est vraiment votre motif principal et c'est ce que vous allez lui expliquer. Donc, vous avez opté pour un remplacement valvulaire aortique avec une prothèse mécanique. Elle n'a pas d'autre comorbidité. L'AFE est préservée. Quel traitement allez-vous mettre en place? Et préciser la molécule, les modalités de surveillance. Ça fait partie du chapitre surveillance des patients porteurs de valves, mais c'est aussi dans le chapitre des antithrombotiques. Comme ça, on est polyvalent, on est large. Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. On va corriger. Ok, on y va. Donc, AVK, surveillance INR entre 2 et 2,5. Anticoagulant AVK, INR, AVK, AVK, coumadine, super. Vous avez tous bien retenu que AVK et INR, quoi. Vraiment, ça, c'est super. N'oubliez pas que là, bon, c'est interactif sur WooClap, mais le jour J, vous parlez quand même à quelqu'un. Donc, il faudra préciser la molécule, tout ça, et lui dire à quoi ça sert. Donc, vous dites, ça rend le sang liquide, fluide. Voilà, il faut utiliser des mots simples, il faut vulgariser aussi. Bon, après, ça dépend aussi du niveau intellectuel de votre interlocuteur, hein, mais si jamais vous avez des patients avec un contexte social un peu précaire, par exemple, ou un niveau socioculturel un petit peu précaire, n'hésitez pas à adapter votre langage. C'est hyper important, le jour des Écosses, quand vous vous adressez à quelqu'un, de bien expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'un INR, qu'est-ce qu'on attend, à quelle fréquence vous allez le faire aussi. Donc, AVK, coumadine ou warfarine, surveillance de l'INR objectif à 2,5. L'INR doit être surveillé initialement 1 à 2 fois par semaine jusqu'à ce que votre patient soit bien équilibré, qu'il ait un INR efficace, puis au moins 1 fois par mois au long cours.
Nous, on a même dans les services des petites feuilles. Bon, ça existe dans plein de services de cardiologie. Des petites feuilles comme ça explique tout aux patients parce qu'on leur donne tellement d'informations qu'on a peur qu'ils on a peur qu'ils retiennent pas tout. Et donc, du coup, on leur met tout en format papier. Comme ça, ils peuvent relire tranquillement à la maison. Dernière petite question de cette station ECOS, c'est vous avez mis en place donc votre traitement par AVK et en fait finalement la patiente elle vient, elle a un INR complètement déséquilibré à 7,3. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes l'interne de garde des urgences, c'est votre première garde. Je vous laisse encore un peu de temps pour réfléchir. Elle est un peu plus difficile, hein, cette question-là. Je laisse encore un petit peu, quelques secondes. Bon, alors, on regarde un petit peu les réponses. Donc, vitamine K, arrêt, vitamine K, PPSB, vitamine K en bolus. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Donc là, vous avez donc un IRNR à 7,3 et vous avez un INR cible qui est à 2,5. Donc, il fallait arrêter le traitement par AVK, 1 à 2 mg de vitamine K per os, donc ça c'est super, et adaptation de la posologie à la reprise. N'oubliez pas que chez les patients qui ont un INR un peu plus élevé, il faut aussi sauter une prise et il faut demander un avis au cardiologue, d'accord? Donc ça, c'est important. C'est un tableau qui est un peu fastidieux à retenir, mais une fois qu'on l'a bien intégré, souvent, ça se répète dans les différentes catégories, dans les différentes cases. Voilà pour le tableau un peu des points et des mots-clés. Donc, si jamais vous aviez dit diastolique, foyer aortique, irradiation, la sévérité, vous étiez déjà sur 4 points. Ensuite, si vous aviez cité en complication l'endocardite, la dissection, l'insuffisance cardiaque, la mort subite, vous aviez 8 points au total. Si vous étiez bien sur une prothèse mécanique et que la raison pour laquelle on mettait ça, c'était l'âge, que vous avez cité la molécule et les modalités de surveillance, donc AVK, coumadine, warfarine, INR et l'objectif, 14 points. Ensuite, il fallait donner la fréquence de modalité. Donc, pour la surveillance, c'est 1 à 2 fois par semaine, 1 fois par mois en chronique ensuite. Je ne l'ai pas dit moi-même, vous voyez, finalement, même dans les écoles, j'apprends aussi. La première chose à faire quand même, quand on dit quelle est la conduite à tenir face à un INR surdosé, c'est vérifier qu'il n'existe pas de signe hémorragique, parce que si jamais vous êtes face à une hémorragie grave, c'est pas tout à fait la même prise en charge quand il y a une hémorragie ou quand c'est un surdosage asymptomatique. L'arrêt des antivitamines K, 1 à 2 mg de vitamine K per os et l'adaptation de la posologie. Et au total, vous aviez 20 points. Je vous laisse répondre si ça ne vous dérange pas pendant 5 secondes de savoir ce que vous avez pensé du contenu du live en espérant que c'était intéressant pour vous, que vous avez passé un bon moment, qu'il y a au moins une information que vous avez retenue et que vous êtes maintenant incollable en valvulopathie. En tout cas, c'est gentil. Le but, c'est quand même d'essayer de faire un. Je sais que c'est énormément de contenu, c'est hyper dense. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est difficile d'être concis en essayant de vous donner le maximum d'informations. Je parle un petit peu vite pour essayer justement de donner l'ensemble. Et j'espère que vous en avez pensé quand même que c'était plutôt pas mal. Ok, on va passer à la dernière question et après, je ne vous embête plus. Qu'avez-vous pensé de la durée cette fois? Donc, normalement, on devait tenir 1 heure. On était un tout petit peu plus long. J'ai un petit peu débordé, 5 minutes.
Si vous êtes, n'hésitez pas à dire dans le chat si jamais vous voyez plutôt des versions plus courtes, si jamais vous privilégieriez la partie QCM, la partie ECOS, moins de cours. Si jamais vous avez d'autres idées également d'ECOS, de QCM ou de live qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à le dire dans le chat s'il y a vraiment une matière que vous aimeriez bien voir. Il y a d'autres lives là qui se préparent tout doucement. N'hésitez pas s'il y en a un en particulier qui vous plairait. Ok, eh bien écoutez, super, je coupe mon écran. Je vous remercie énormément d'avoir participé au live. Il y en aura d'autres encore. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage à ceux qui passent les ECOS très prochainement. Bon courage aussi à ceux qui vont passer les EDN au mois d'octobre. Et puis voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée.